pas le double qui est dans l'univers numérique, le double est dans la vie non numérique. Dans un article qui est assez fascinant, qui s'appelle The Electric Self, la sociologue Julie Rack écrit It's not life as a game objective, it is a game of identity itself. Si c'est un jeu qui porte uniquement sur l'identité. Très très important, c'est-à-dire qu'ici le jeu n'est pas, c'est pas un jeu de football qui est simulé, c'est pas un jeu de tennis, c'est le jeu, l'objectif c'est l'identité. Nous jouons avec notre identité, mais ça va plus loin que ça, le jeu, c'est ce qu'elle montre. Elle rapporte une anecdote d'une expérience qu'elle a faite avec ses étudiants. Dans son cours, elle demandait à ses étudiants de passer une semaine dans le jeu Second Life, la première version de Et elle explique qu'à la fin de la semaine, ses étudiantes et ses étudiants étaient obsédés par leur apparence visuelle dans le métavers. Ils ne pensaient qu'à ça. Et elle explique que dans la réalité, c'est-à-dire dans la réalité non numérique, ces étudiants n'étaient pas tellement intéressés par leur apparence visuelle. Par conséquent, il y a ici une transformation. Ce qui devient important, ce qui devient le centre de leur idée de l'identité, c'est la partie numérique. Maintenant, si vous pensez que c'est de la folie, cette espèce de scission, ce retour, vous êtes probablement plus proche de la réalité. Mais je vais essayer d'en préciser le sens, parce que c'est pas de la folie en un sens général, c'est dans un sens très spécifique, qui est la pathologie psychanalytique qu'on appelle le narcissisme. Et je vais donc expliquer ça. La deuxième transformation, c'est la transformation qui consiste en l'effacement de l'identité du moi. Et ici, je défends en fait une thèse qui a été développée dans les années 70-80 par un historien et sociologue qui s'appelle Christopher Nash, dans plusieurs ouvrages, dont les deux qui me semblent les plus importants, c'est La culture du narcissisme de 1979, et le moi, alors en français ils l'ont mal traduit, c'est le moi assiégé, mais c'est minimal self, le moi minimal, comme on parle aussi d'état minimal. Donc cet historien, qui ne prédit rien d'ailleurs, hein, mais dont les pages aujourd'hui résonnent comme des prophéties, en fait, analyse les tendances de la société américaine, et puis son espace de travail, c'est la société américaine. On va voir que ça s'applique à un grand nombre de sociétés en transition industrielle. Et donc, il parle de la réalité sociale et industrielle des États-Unis. Et il explique que dans les années 70, il y a eu un grand tournant. Le tournant qui est passé du capitalisme d'accumulation, capitalisme traditionnel, on connaît bien, à un capitalisme de consommation. Que le cœur du capitalisme n'était plus dans la production à partir des années 70, ça résonne bien aujourd'hui en France, hein. Le cœur du capitalisme n'était plus la production, mais c'était la consommation. Et que s'est mise en place progressivement une espèce de culture de consommation qu'on appelle le consumérisme. Non seulement les biens industriels étaient produits en très grande quantité, mais surtout, et c'est le grand changement dans les années 70, c'est que les objets étaient construits pour ne pas durer. Pour ne pas durer. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'obsolescence programmée. Bon, quel est très évident dans quelques instants. Ce que montre Christopher Nash, et il s'appuie aussi sur le philosophe Hannah Arendt, c'est que la stabilité d'une stabilité du soi. C'est-à-dire que c'est parce qu'il y a un monde, c'est une idée qui est très ancienne dans la philosophie, c'est parce qu'il y a un monde qui est stable en face de nous, malgré les changements que l'on voit sur sa propre personne d'abord. On vieillit, certains ont grandi, on vieillit, on voit le passage du temps. Mais ce qui permet de nous identifier, c'est qu'il y a un monde qui est stable autour de nous, à peu près stable. Ce monde-là fait en sorte que vous avez probablement un bijou qui appartenait à votre arrière-grand-mère. Vous avez un couteau, n'importe quel objet qui appartenait à votre père, à votre grand-père, etc. Il y a une stabilité de ces objets, comme la stabilité d'une ville. À partir du consumérisme et de
culture de consommation des années 70, eh bien, le monde est devenu, dans les sociétés industrielles, flottant. Le monde est devenu fluide. On parle beaucoup de la société fluide. Une vertu de la société, c'est qu'elle est fluide. Je ne juge pas si c'est bien, si c'est mal. Ce qui s'est produit, c'est la fluidité ou la fluidification de la société. On ne peut plus compter aujourd'hui sur la permanence des objets. Alors, juste l'anecdote, Christopher Lasch parle d'un temps où il dit maintenant on change de platine, de disque vinyle, simplement parce que l'objet n'est plus à la mode. Il dit même si l'objet continue de fonctionner, on en change quand même. Ce qui m'amuse dans cette réflexion-là, c'est que la différence entre son époque et notre époque, c'est qu'aujourd'hui, les objets, dans 2 ans, vous ne pouvez plus les utiliser. C'est pas qu'ils continuent de fonctionner, c'est qu'on fait en sorte qu'ils ne fonctionnent plus. Un téléphone ne peut plus recevoir tel système d'exploitation, par exemple. Alors que moi j'ai une vieille platine qui est des années 70 qui fonctionne à merveille et qui rend de la musique exceptionnelle. Bon, ça c'est le changement, vous voyez qu'on est passé encore à un capitalisme consumériste plus radical. Et donc, comme le dit Arendt, les objets dans le monde, les objets manufacturés et non industriels, avaient pour fonction de stabiliser la vie humaine. Or, le flot permanent de biens de consommation fait en sorte que nous perdons cette objectivité du monde, ou du moins que cette objectivité du monde est moins évidente. Pire encore aujourd'hui, et que ce fromage en fait déjà le diagnostic dans les années 70. Il n'y a pas connu notre monde. Il disait déjà que le monde des biens de consommation s'idéalise. Pourquoi? Parce que ça devient juste des images. Vous consommez quoi? Vous consommez d'abord des images. Vous consommez des images, c'est pas que vous voyez ce que vous consommez, mais vous ne consommez que ce que vous voyez. Et par conséquent, ce monde de la consommation, ce monde d'images, est un monde en fait d'une projection de soi. Nous projetons dans le monde en réalité les images que nous voyons de nous-mêmes, comme utilisant tel appareil, comme ayant tel bien de consommation. Et nous en changeons. Évidemment, quand on change au gré du flot de la production nos biens, eh bien, nous sommes aussi fluides que cette production-là. Nous sommes aussi peu consistants que cette production-là. Lasch écrit « La production de marchandises et le consumérisme modifient les perceptions non seulement du moi, mais aussi du monde extérieur au moi. Il crée un monde de miroirs, d'images sans substance, d'illusions de moins en moins faciles à distinguer de la réalité. L'effet de miroir transforme le sujet, vous, en objet. Dans le même temps, il fait du monde des objets une extension et une projection de soi. » Alors les conséquences psychologiques sont absolument majeures. La conséquence, c'est que le moi perd sa résistance, sa consistance, et si l'extériorité commence à s'éroder, eh bien l'intériorité s'effondre aussi. Qu'on se réfère à la philosophie idéaliste du XIXe siècle,